Yo, c'est Noémie et aujourd'hui on se retrouve pour mon wrap-up du mois de décembre. Comme d'habitude, on va d'abord faire un petit tour vers les statistiques et vous aurez mes stats totales pour l'année 2022 dans ma vidéo bilan qui devrait arriver sous peu. J'espère vous la tourner bientôt et pouvoir vous la monter rapidement. Pour le mois de décembre, je peux déjà vous dire que j'ai lu 11 livres. Je n'en ai abandonné aucun. Les 11 livres que j'ai lus, je les ai lus en version physique et il y en a 3 que j'ai couplés avec la version audio. Je n'ai lu aucun livre en version numérique. J'ai lu un total de 4635 pages, ce qui représente une moyenne de 150 pages par jour, pour une note moyenne de 3 étoiles, donc effectivement assez moyen, mais 3 étoiles plus, on va dire. Et j'ai intégré 13 livres à ma pile à lire, 12 en fait, puisque sur les 13, il y en a un que j'ai lu au mois de décembre et je n'ai enlevé aucun titre de ma pile à lire sans l'avoir lu au préalable. Le premier livre que j'ai lu au mois de décembre, c'était Aliénor, la légende noire, le tome 6 d'Arnaud Delalande et Simona Mogavino. C'était le dernier tome de cette série de bandes dessinées qui raconte la vie romancée d'Aliénor d'Aquitaine, la fameuse reine qu'on connaît tous. Biographie romancée, donc les auteurs se sont inspirés de faits historiques, mais ont également enjolivé ou passé sous silence certaines étapes de la vie de ce personnage. Je vous ai dit dans mon wrap-up du mois précédent que j'avais apprécié moyen ma lecture du tome 5. J'ai adoré la lecture de ce tome 6. Étant donné qu'il s'agit de la biographie, même si elle est romancée, d'Aquitaine, je m'attendais à ce qu'on aille au bout de son histoire. Aliénor étant décédée il y a des centaines d'années, ça me paraissait logique qu'on aille jusqu'au bout, savoir comment elle était décédée, puisque concrètement je n'en avais absolument aucune idée. C'est un personnage que je connaissais de nom, mais je m'étais jamais penchée sur son histoire avec un grand H. Et donc c'est le cas, je vous le confirme, hein, on va jusqu'au bout, on apprend comment elle est décédée et qu'est-ce qu'elle a fait dans les dernières années de sa vie. Et j'ai adoré découvrir cette partie de son histoire parce que en fait, à la fin du tome 5, Aliénor est encore dans ses jeunes années, disons que son histoire défile de manière assez régulière au fil des tomes, même si on a parfois des bonds dans le temps assez importants. Mais là, dans le tome 6, on rencontre une Aliénor qui est à la fin de sa vie, en fait, qui est une vieille dame, et qui raconte les derniers événements un peu spectaculaires qui se sont déroulés dans sa vie. C'était fantastique. On voit l'évolution du personnage qui est absolument incroyable. Et quand je dis personnage, je veux dire personnage historique, puisque même si, je vous l'ai déjà dit, c'est une biographie romancée, les auteurs se basent sur des faits historiques. Alors évidemment, on n'a plus de témoignages de personnes qui ont réellement connu Aliénor, mais on peut se fier aux écrits et à toutes les traces qui restent encore dans notre histoire. Et j'ai trouvé que c'était vraiment chouette. Comme d'habitude, le style, voilà, c'est pas un style qui m'interpelle spécialement. On est sur un dessin assez classique, mais comme je vous l'avais déjà dit, ça paraît logique puisque on raconte quelque chose qui a réellement eu lieu, donc c'est proche de la réalité, c'est très réaliste. Même si c'est pas forcément mon style de dessin, le style de dessin que j'apprécie de manière générale, au moins ça colle à la réalité. Lire ce dernier tome m'a donné envie de lire d'autres histoires, d'autres séries de cette collection, puisque Les Reines de Sang, c'est une collection des éditions, je ne sais plus, puisque je les ai achetées chez France Loisirs, Delcourt. Voilà, donc France Loisirs pour l'instant n'a pas édité d'autres titres de cette collection, mais j'ai envie d'en savoir plus sur d'autres femmes qui ont marqué l'histoire, donc c'était vraiment très très chouette. Et si vous vous intéressez un petit peu aux femmes emblématiques de l'histoire de France et d'ailleurs, je vous conseille vraiment cette collection. Je lui ai mis 16 sur 20 sur Livre Addict, 4 étoiles sur Goodreads et dans Copile il a atteint la note de 8,14. Il était dans ma palle des cartes pour une réécriture, puisque c'est une biographie romancée, donc ça compte. Et j'ai aussi réussi à l'intégrer à mon Cold Winter Challenge dans la catégorie Reine des Neiges, puisque pour cette catégorie, il fallait lire un titre qui parlait de femmes, féminisme, femmes au pouvoir et sorcières. Ensuite, j'ai lu Encyclopédie du petit peuple, elfes, nymphées et lutins de Vanessa Calico, Charline et P.A. Francioso. C'est un des beaux livres et encyclopédies des éditions du Héron d'Argent qui est extrêmement brillant. Je vais essayer de pas trop vous éblouir. Et j'ai également beaucoup aimé ce titre, je lui ai mis exactement la même note qu'Aliénor. 16 sur 20 sur Livre Addict, 4 étoiles sur Goodreads et 8,14 dans Copile. Comme son nom l'indique, il s'agit d'une encyclopédie qui va nous présenter différentes créatures du petit peuple
avec des illustrations très sympas. Même si là encore c'est pas forcément mon style de prédilection. J'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai trouvé... alors il y a des personnages que je connaissais déjà, mais j'ai aussi découvert plein de petits êtres, soit sympathiques et mignons, soit pas très sympas du tout, mais assez comiques à chaque fois. Et voilà, j'ai passé un très très chouette moment, c'était très détente, ça s'est lu très très vite. L'originalité des différents récits qui ponctuent cet ouvrage est plutôt présente. Et puis surtout, j'ai trouvé que la forme valait le fond, puisque je crois que je vous l'avais déjà dit, mais dans certains des premiers livres de cette collection chez Le Héron d'Argent, je trouvais que la forme était vraiment moyenne. Il y avait un gros problème au niveau de la correction. Là, c'est plus le cas, donc j'espère que ça signifie qu'ils ont bien compris qu'il fallait faire un peu plus attention. Et les 2 derniers que j'ai lus, en tout cas, étaient vraiment chouettes. Donc je vais continuer à suivre de près cette collection chez cet éditeur et je vous invite à faire de même. Il était dans ma palle des cartes pour une lecture graphique. Vous avez vu qu'il y avait plein d'illustrations et j'ai réussi à le caser dans mon Cold Winter Challenge pour la catégorie un chant de Noël, pour laquelle il fallait lire un conte, une réécriture de conte ou bien quelque chose qui avait un lien avec le mythe et les légendes. Les créatures du petit peuple sont des mythes et ou des légendes, donc ça collait parfaitement. Ensuite, j'ai lu le tome 1 des Murmures du Char d'Aidan Fox. C'était la contrepartie d'une campagne de financement participative Ulule. Et j'attends la suite avec grande impatience. Je vais essayer de me la procurer parce que j'ai vraiment beaucoup aimé ce tome 1. C'est de la high fantasy, épique même fantasy, dans laquelle on va rencontrer une jeune femme qui s'appelle Asia, et qui est gladiatrice, seulement elle n'est pas que gladiatrice, elle a une double identité que personne ne connaît évidemment, et sous sa deuxième identité, elle se fait passer pour une noble dans le but d'atteindre un personnage assez haut dans la société qui, selon elle, est responsable d'un affreux drame qui s'est déroulé dans son passé, et donc notre personnage principal, notre héroïne, ne rêve que de vengeance. On est dans un univers qui est peuplé de trolls, de ghouls, de vampires même je crois, d'elfes, et j'ai adoré l'ambiance. Je trouve que le récit est extrêmement bien construit. L'histoire en elle-même n'a rien de particulièrement original. On a cette héroïne qui a vécu un drame et qui souhaite se venger. Le côté double identité, c'est pas non plus innovant, mais j'ai beaucoup aimé la façon dont l'histoire se déroulait en fait. J'ai eu très envie d'arriver au bout de ce tome 1 et je suis restée un petit peu sur ma faim parce que l'auteur a découpé, je pense, sa trilogie. Je pense qu'il aurait pu faire qu'un seul livre, mais il a décidé de découper son œuvre en une trilogie, il me semble, oui. Et franchement, c'est une bonne idée parce que ça laisse du suspense pour le lecteur et c'est pas non plus incohérent. Il y a des auteurs qui ont écrit 5 tomes alors qu'on aurait pu en faire qu'un et ça n'avait aucun sens de le découper. Là, je trouve que c'est bien fait parce qu'on arrive à la fin de ce tome dans une situation nouvelle pour notre héroïne et rien que le paysage en fait dans lequel elle évolue va changer. Donc c'était une bonne idée de le couper à ce moment-là. Le petit truc qui m'a un poil dérangé dans cette histoire, c'est le rythme. Alors je vous ai dit tout à l'heure que j'avais beaucoup aimé la façon dont l'histoire se déroulait, c'est le cas, mais cette histoire est découpée en 3 parties. On a une première partie qui se déroule maintenant. Notre personnage principal évolue, nous explique ce qu'elle fait, on rencontre les personnages secondaires, etc. D'ailleurs, il y a son meilleur ami que j'ai beaucoup apprécié. La troisième partie, on revient avec notre personnage principal et on continue à évoluer un petit peu avec elle, mais entre les deux, en plein milieu du roman, il y a une grosse partie, et c'est pas juste 1 ou 2 chapitres, il y a une grosse partie dédiée au passé de notre héroïne, et pas sous forme de flashback, c'est vraiment... on arrive à un moment dans l'histoire au présent, et puis d'un seul coup, on passe à la partie 2, et on revient des années, je vous dirais une quinzaine, une vingtaine d'années en arrière, à l'époque où notre héroïne était toute jeune, et on va découvrir un petit peu son passé, qu'est-ce qui fait qu'elle en est où elle en est aujourd'hui. J'ai apprécié ça, mais je pense qu'au niveau équilibre, ça m'aurait un peu plus plu de voir un chapitre sur 2, par exemple. Notre héroïne aujourd'hui, puis flashback sur ce qu'elle a vécu enfant, puis de nouveau aujourd'hui, puis de nouveau flashback. Alors, ce type de rythme est parfois assez frustrant, parce que c'est frustrant si c'est bien fait. Parce que quand vous êtes avec une temporalité, vous avez envie de retourner avec l'autre, mais quand vous êtes avec l'autre, vous avez plus envie de la quitter, mais vous retournez quand même avec la précédente, et du coup, enfin voilà, c'est le serpent qui se mord la queue. Et ça peut être extrêmement
intéressant. Et je pense que pour ce roman-là, ça aurait été sympa de fonctionner comme ça. Là, ça m'a un petit peu coupé dans mon rythme de lecture. Alors j'étais toujours autant intriguée, mais c'est vrai que comme c'est une grosse partie au milieu, le passé de notre héroïne, bah, j'ai commencé à me lasser et même si ça m'a permis de découvrir les raisons pour lesquelles elle se trouve là où elle se trouve au moment où je lis cette histoire, c'était... J'avais envie que ça avance plus vite en fait. Je trouve que c'était trop long. C'était intéressant de montrer le passé de l'héroïne. C'était même indispensable. Mais peut-être de manière plus courte. Si on l'intègre comme ça entre deux parties, peut-être de manière plus courte. Pour l'avoir intégré de cette façon, enfin, en tout cas, cette quantité d'informations sur le passé de l'héroïne aurait, je pense, mérité d'être plutôt dispatchée sur toute la longueur du récit et pas en une grosse partie centrale. Mais j'ai quand même beaucoup aimé ce tome 1 et j'ai mis le tome 2 dans ma wishlist direct parce que c'était vraiment chouette. Je vous le recommande de tout cœur et j'ai hâte, comme dit, j'ai hâte de lire la suite. L'auteur a dessiné lui-même les illustrations, les en-têtes de chapitres. Hop. J'avais reçu un petit marque-page, une illustration supplémentaire, il est dédicacé, et encore une illustration. Voilà, donc je vous mettrai dans la barre d'infos, je ne sais pas si je vais vous trouver un site marchand pour ce titre, puisque c'était la contrepartie d'une campagne de financement participatif Ulule, mais je vous mettrai les réseaux de l'auteur pour que vous puissiez aller voir un petit peu son travail, et vraiment je vous le conseille, c'était très chouette, et c'est de la fantaisie française. Il était dans ma palle des cartes pour un roman de fantasy. Je l'ai commencé vers la fin du Pumpkin Autumn Challenge, donc j'ai réussi à le caser dans mon Pumpkin Autumn Challenge pour la catégorie La Maison Slanders, puisqu'il fallait lire un livre humoristique ou bien un livre audio, et j'ai couplé ma lecture du livre physique avec la lecture audio. Et je l'ai terminé alors que le Cold Winter Challenge venait de commencer, donc j'ai réussi aussi à le caser dans mon Cold Winter Challenge, à la catégorie Fantôme des Noëls passés, parce que comme je vous l'ai dit, on a un jeu entre les époques. Je lui ai mis 17 sur 20 sur Livre Addict, 4 étoiles sur Goodreads et 8,57 dans Copile. Ensuite, j'ai lu Gods of Men, le tome 2 de Barbara Kloss, et c'est mon roman préféré de décembre 2022. On est sur de la high fantasy, ouais, plutôt high fantasy que epic fantasy, avec un personnage, alors je vais pas pouvoir trop vous résumer le tome 2 pour ne pas vous spoiler le tome 1 bien entendu, mais on a dans le tome 1 un personnage principal qui s'appelle Sable et qui a fui le royaume dont elle est issue parce qu'elle a accidentellement tué sa petite sœur en jouant simplement un morceau de musique à la flûte. On va découvrir un univers plein de magie, mais d'une magie très mal perçue. Un royaume qui essaye d'éradiquer les personnes qui détiennent cette magie. Et notre héroïne qui essaye de sauver sa peau parce que y a pas mal de gens qui voudraient bien la voir disparaître définitivement. C'est un roman que j'ai beaucoup à noter, comme vous pouvez le constater, et que j'ai tout simplement adoré. Et j'avais envie de lire le tome 3 tout de suite à la fin de ce tome 2, mais j'avais 11 titres à lire au mois de décembre, donc je me suis dit que c'était pas la peine que que je me tire une balle dans le pied toute seule. Donc je vais reporter la lecture du tome 3 à 2023, j'espère pas trop tard, mais voilà, c'est vous dire à quel point j'ai vraiment apprécié ce récit. À mon sens, tout était parfait. Le petit point qui m'a dérangé, c'est un point de logique. Il y a quelques petits éléments qui m'ont un petit peu embêté par rapport à la façon dont les personnages se comportaient et aux informations que l'autrice nous donnait. J'ai eu l'impression que... Alors soit il y a quelque chose qu'elle nous disait pas mais qu'on était censé deviner et en fait c'était pas du tout évident, soit c'était par rapport aux personnages qui eux évoluaient dans l'histoire comme s'ils étaient au courant de quelque chose qu'ils ne sont pas censés savoir. Voilà, c'est une question de communication, que ce soit l'autrice qui essaie de communiquer avec son lecteur et qui ne réussit pas vraiment à lui faire passer le message, ou alors les personnages entre eux. Ça m'a un petit peu embêtée, mais parce que c'est la seule chose qui a fait que ce roman n'était pas parfait à 100% à mes yeux. Je lui ai mis des 10 partout, sauf pour la logique où j'ai mis un 9. Ce qui fait que je lui ai mis 19 sur 20 sur Livre Addict, 5 étoiles sur Goodreads et 9,86 dans Copile. Il était dans ma palle des cartes parce que j'avais pioché une carte Take a Chance et elle m'obligeait à lire ce titre spécifiquement. Et je l'ai casé dans la catégorie calendrier de l'Avent du Cold Winter Challenge parce que c'est un livre dont je n'avais pas lu le résumé avant de le lire. J'avais lu le tome 1 mais je n'avais pas encore lu et je l'ai lu seulement après avoir lu le livre parce que j'aime bien aller
sans savoir vraiment de quoi les livres parlent. Je le sais forcément à un moment donné, parce que sinon je les mettrais pas dans ma pile à lire s'ils m'avaient pas tapé dans l'œil. Mais je relis rarement les résumés avant de me lancer dans l'histoire. Et celui-ci, j'avais pas du tout lu le résumé, étant donné que j'avais lu le 1 que j'avais adoré. C'est une série que je vous conseille vraiment de tout cœur. Alors, jusqu'à présent, j'ai pas pensé à vous donner les âges moyens, mais Aliénor, c'est de l'adulte. L'encyclopédie du petit peuple, c'est tout public, voilà, très, très facile à partir de... Alors, j'aurais tendance à dire 9 ans pour le contenu, peut-être que pour la forme, au niveau... la façon dont c'est écrit, peut-être un peu plus compliqué, peut-être 10-11 ans, mais voilà. Les murmures du char, adulte. Gods of Men, adulte. Voilà. Comme ça, vous avez une meilleure idée. C'est une traduction. Quand je dis adulte, c'est adulte, young adulte, mais je sais pas si vous arrivez à vraiment à faire une différence. Enfin, quel est pour vous l'élément qui fait qu'on passe d'un livre adulte à un livre young adulte? Moi, pour l'instant, j'ai du mal à voir la différence. Et je me base presque exclusivement sur l'âge des personnages. Mais c'est pas forcément juste. Si on se base uniquement sur l'âge des personnages, Gods of Men et Les Murmures du Char sont plus du young adulte, mais je trouve qu'il y a quand même des scènes assez graphiques dans l'un et dans l'autre. C'est pour ça que je le mets en adulte. Ensuite, j'ai lu Wrath and Mercy, le tome 2 de The Bright and the Pale de Jessica Rubinkowski. C'était le tome 2 et le dernier tome de cette duologie, dont j'avais lu le tome 1 il y a quelques temps et que j'avais vraiment beaucoup aimé. J'ai aussi apprécié cette histoire. Il me semble que je l'ai quand même moins aimé que le premier, dans lequel on va suivre... je ne sais plus comment elle s'appelle. Valeria, qui a vu son village être comme enseveli sous une vague de froid. Alors quand je dis enseveli, c'est métaphorique. Ils ne sont pas vraiment ensevelis, mais c'est comme s'ils étaient figés, comme si une brume de glace les avait tous figés dans leur état actuel, au moment où ils faisaient, je sais pas, la cuisine, où ils dormaient, j'en sais rien. Ils sont tous figés, comme dans la glace. Elle a survécu à cette attaque et elle a été recueillie par une bande de mercenaires, de voleurs. Elle a été plus ou moins élevée par eux, du coup. Elle a réussi à s'enfuir à l'époque avec son meilleur ami, qui a intégré la même guilde qu'elle. Sauf que son meilleur ami est décédé et on apprend au début, donc dans le résumé, dans le résumé, on apprend que son meilleur ami est décédé, et on apprend également qu'en fait, non, il n'est pas décédé. Donc, je vous le dis, c'est pas un spoiler, c'est dans le résumé du tome 1. Elle va apprendre que finalement, il est toujours en vie, et donc elle va essayer de partir à sa recherche, parce que c'est... Non seulement c'est son meilleur ami, mais vous allez vite comprendre que c'est également le love interest. Et ce faisant, donc elle va, pour sauver la vie de son meilleur ami, faire un pacte avec quelqu'un qui va lui demander de l'emmener sous la montagne, donc là d'où elle est originaire, parce qu'il y a une substance qui s'appelle la Lovite et qui sert plus ou moins de... C'est un genre d'acier impénétrable. Enfin, c'est comme si c'était... comment ça s'appelle là dans les Avengers? Le vibranium? Voilà. Imaginez le vibranium, bah, la Lovite, c'est plus ou moins ça. Et en plus, la Lovite, c'est aussi conducteur de magie. Parce que on va découvrir que donc The Bright and the Pale, c'est l'histoire des deux champions de deux dieux, donc le dieu de la lumière et le dieu de l'ombre, The Bright and the Pale, qui sont frères et qui se font la guerre depuis toujours. Et régulièrement, ils envoient chacun un de leurs champions sur Terre pour essayer de vaincre le côté adverse, on va dire. Et en gros, c'est cette histoire qu'on va suivre avec Valeria, avec des personnages secondaires. Le tome 1 se terminait sur un cliffhanger. Dans le tome 2, on reprend exactement là où on s'était arrêté. Et j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire, même si il m'a manqué également quelques éléments de logique. Et j'ai aussi beaucoup de mal avec les personnages. Je trouve que Valeria a un comportement mi-figue, mi-raisin, mais à l'extrême. Elle passe d'un état à l'autre et elle prend des décisions qui sont totalement illogiques et particulièrement imprudentes. Les personnages qui gravitent autour d'elle sont soit aveuglés par l'amour qu'ils lui portent, que ce soit l'amour filial ou bah, d'ailleurs c'est le seul parce que l'amour amoureux, bisous bisous, au contraire, c'est peut-être le seul personnage qui lui dit que ce serait bien qu'elle se calme. Donc voilà, j'ai eu un peu plus de mal, je pense, avec le tome 2 qu'avec le tome 1, mais j'ai apprécié la façon dont l'histoire se termine et la façon dont l'autrice conclut son récit, tout en laissant une
pas une porte de sortie pour une suite, mais disons que elle permet à ces personnages d'évoluer encore après l'histoire. Comme si elle fermait le rideau, mais que derrière ce rideau, ben, la vie continue à se dérouler et on n'a pas un point final, même si c'est pas une fin ouverte. Et ça, j'adore. Je déteste les fins ouvertes. Ce n'était pas une fin ouverte, même si on sait que les personnages vont continuer à vivre leur vie après. En tout cas, c'est le sentiment que ça donne. Je lui ai mis 15 sur 20 sur Livre Addict, 4 étoiles sur Goodreads et 7,71 dans Copile. Il était dans ma palle des cartes pour un livre de la Fairy Loot et je l'ai mis dans mon Cold Winter Challenge à la catégorie Vive le vent puisque ça se déroule en hiver et dans un pays froid. Ensuite, j'ai lu La Citadelle des monstres, le tome 1, Le Pacte des Quatre de Laura Black. Alors, j'ai apprécié cette lecture, c'est hyper détente. Mais genre hyper détente, mais très addictif. Je l'ai lu, je vais pas dire en très peu de temps parce que ça m'a pris 10 jours pour le lire, mais quand j'étais dedans, je le dévorais, j'avais du mal à lâcher. Disons que je l'ai commencé, je l'ai reposé pendant très longtemps, et ensuite les 2 derniers jours, je l'ai lu en non-stop. C'est pour ça que ça m'a pris longtemps, mais en temps de lecture réel, ça m'a pris très peu de temps. Parce que c'est addictif, parce que on a de la romance. C'est de l'urban fantasy, je vous l'ai pas dit, mais Wrath and Mercy, c'est de la high fantasy. Et young adult cette fois-ci. Et donc le Pacte des Quatre, adulte pour le coup, urban fantasy. On a un personnage qui est organisatrice de mariage et qui est sur le point de partir en vacances dans les Caraïbes, ou en tout cas dans un environnement très chaud. Sauf que sa meilleure amie qui tient son entreprise d'organisation de mariage avec elle, s'est engagée à organiser le mariage d'un de ses voisins dans le village dans lequel elle habite en Bretagne. Et malheureusement, elle se casse une jambe, donc elle demande à notre héroïne de venir la remplacer au pied levé. C'est le cas de le dire, vu qu'elle s'est cassé une jambe. Et notre héroïne débarque donc en Bretagne, au lieu de partir en vacances dans les Caraïbes. On va vite se rendre compte que entre le marié et la mariée, ils n'ont pas vraiment les mêmes idées et un mystère entoure le château dans lequel le couple souhaite se marier. Et d'ailleurs, un mystère entoure le village entier. On a affaire à des créatures de toutes sortes. Notre héroïne elle-même dispose d'un petit quelque chose en plus. Je ne veux pas trop vous en dire pour pas vous spoiler parce qu'il y a très peu de choses qui sont dites dans le résumé, si ce n'est que on peut deviner facilement en lisant le résumé, qu'on aura au moins des loups-garous dans l'histoire. Je peux déjà vous dire ça, voilà. Mais on n'aura pas que des loups-garous. Alors, c'est pas hyper bien écrit. Il n'y a aucune logique. La façon dont les événements se déroulent, que ce soit les personnages qui prennent des décisions qui n'ont aucun sens, ou bien le système de magie qui n'est pas vraiment expliqué, ou alors qui est expliqué de façon tellement complexe que c'est juste abracadabrant. Alors c'est un système de magie, donc le terme est bien choisi, mais ça manque de logique. Voilà. En fait, il faut pas trop se poser de questions. C'est pour ça que je vous ai dit c'est addictif, parce que malgré tout, l'histoire se déroule de manière assez fluide, et on a des événements qui surviennent. Notre héroïne, elle débarque dans ce village, elle ne connaît personne à part sa meilleure amie et la grand-mère, je crois, de sa meilleure amie, qui l'a quasiment élevée comme sa fille, même si notre héroïne a ses 2 parents qui sont toujours en vie. Mais elle débarque dans cet univers, elle comprend très vite qu'il y a quelque chose de bizarre qui se passe. Les personnages qui sont sur place vont, eux, très vite se dévoiler, alors que ils vivent dans cette ville plus ou moins cloisonnée pour leur propre protection. Alors je sais bien que notre héroïne est aussi un personnage un peu spécial, mais bon, quand même. Et je trouve que la façon dont les événements s'enchaînent et sont résolus, c'était la facilité, mais c'était trop facile. Alors, ça s'est lu très très vite, du coup, comme je vous l'ai dit, hein. Mais, comme dit, de nouveau, j'arrête pas de dire comme dit, ça m'agace, aucune logique. Mais c'est pas grave, c'était divertissant. C'était divertissant. Par contre, je suis un peu déçue, je ne lirai pas la suite, parce qu'il s'agit d'un tome compagnon, on va dire, qui va se dérouler après les événements du tome 1, mais qui va suivre la meilleure amie de notre héroïne dans le tome 1. Et donc notre personnage principal de ce tome-ci fera probablement une autre apparition, même certainement, puisque c'est noté dans le résumé, mais ce ne sera pas elle le personnage principal. Et moi, ça m'aurait plus intéressé de continuer à suivre ce personnage principal et son love interest qu'on avait découvert dans le tome 1.
Ce ne sera pas le cas, donc je ne lirai pas la suite. Et je pense que je ne garderai pas non plus ce roman-là, même s'il est dédicacé, puisque j'avais rencontré l'autrice à Livre Paris. Voilà, et je pense pas que je le relirai un jour. Je lui ai mis 14 sur 20 sur Livre Addict, 4 étoiles sur Goodreads et 7,29 dans Copile. Il était dans ma palle des cartes pour un livre avec de la romance, et je l'ai mis dans mon Cold Winter Challenge à la catégorie Iceberg pour secret de famille, mystère. Clairement, ce livre est bourré de secrets dont on découvre les tenants et les aboutissants très facilement, mais il est quand même bourré de secrets à la base. Ensuite, j'ai lu le tome 2 de la trilogie d'Eva Bad, Le Royaume de Cuivre de S.A. Chakraborty. Je l'ai annoté également. Alors celui-ci, pour le coup, je l'ai vraiment annoté. Vous voyez que j'ai écrit sur mes petits post-it, c'est la première fois que je faisais ça, et je pense que je vais continuer à faire ça à l'avenir sur les titres que j'ai envie spécifiquement d'annoter, parce que c'était vraiment cool. C'était très cool d'annoter ce livre, et le livre en lui-même était aussi très cool. Pour vous résumer rapidement le tome 1, parce que je ne vais pas vous spoiler la suite, on va faire la rencontre de Nari, qui est une jeune arnaqueuse qui vit au Caire, et qui va un beau jour, sans le faire exprès, invoquer un djinn. Elle va alors se rendre compte que ses origines ne sont pas aussi... Alors brumeuses, elles le sont, mais disons qu'elles ne sont pas aussi ancrées dans la réalité qu'elle connaît, autant que ce qu'elle pensait. Elle se croyait humaine à 100%, finalement, elle l'est peut-être pas totalement. Et elle va être emmenée par ce fameux djinn qui s'appelle Dara à Devabad, la cité des djinns, plus ou moins. Et on a une mythologie derrière cet univers qui est absolument incroyable. C'est la fantasy orientale, épique fantasy orientale, j'adore la fantasy orientale. Les djinns, c'est une créature, un type de créature qui m'intéresse particulièrement parce que je trouve qu'ils ont des règles, des lois qui peuplent leur univers et leur façon d'être et d'agir qui sont très intéressantes visuellement et de manière, enfin dans un récit. Et voilà, j'ai adoré cette histoire. Je pense que j'ai préféré le tome 1 parce que dans ce tome 2, j'ai quelques éléments de logique, là encore, qui m'ont embêté et j'ai trouvé que les personnages étaient moins... Comment dire, moins intéressants, enfin pas moins intéressants, mais que l'autrice avait choisi de donner une évolution à ces personnages, de faire évoluer ces personnages d'une manière qui ne m'a pas plu, tout simplement. Voilà, il y avait un personnage que j'adorais dans le tome 1, qui est quasiment devenu le Némésis dans le tome 2. Un autre que j'appréciais moyen, que j'appréciais encore moins dans le tome 2. Et l'héroïne que j'avais adorée dans le tome 1 a perdu un poil de sa valeur à mes yeux avec ce tome 2. Heureusement, elle s'est un petit peu rattrapée dans le tome 3, dont je vous parlerai juste après, puisque je l'ai lu aussi au mois de décembre. Pour le tome 2, j'ai mis 7 sur 20 sur Livre Addict, 4 étoiles sur Goodreads et 8 dans Copile. Il était dans ma palle des cartes pour un friend pick, c'est Diane qui l'avait choisi, dans l'espoir de faire prochainement la lecture commune du tome 3. Et je l'ai casé dans mon Cold Winter Challenge à la catégorie Nuit du Solstice, puisqu'on a des créatures de la nuit dans cet ouvrage. On va parler de ghouls notamment. D'Eva Bad, fantasy adulte. Ensuite, entre le tome 2 et le tome 3 de la trilogie d'Eva Bad, j'ai lu Poussière fantôme d'Emmanuel Chastelière. Je n'ai pas aimé ce livre. Du tout. Je vais commencer par la note. Je lui ai mis 6 sur 20 sur Livre Addict, 2 étoiles sur Goodreads et 3,29 dans Copile. Dans cette histoire, on va faire la rencontre d'Archibald, qui est guide à Montréal, guide touristique, mais il est spécialisé dans les visites du Montréal hanté, c'est-à-dire qu'il vous emmène dans les rues de Montréal et il vous raconte les histoires de meurtres sanglants ou de drames familiales, accompagné des histoires de revenants qui peuplent ce type de récit. Sauf qu'Archibald a la particularité, en plus d'être déjà guide touristique du Montréal hanté, c'est déjà une particularité, mais en plus il voit réellement les fantômes. Et on a un fantôme qui va lui demander son aide parce que il y a quelqu'un à Montréal, et pas seulement à Montréal, je pense que cette personne a envie de dominer l'univers tout entier, qui est en train de, lentement mais sûrement, déchirer le voile entre les mondes, entre les êtres humains et l'au-delà. Et les fantômes qui ne devraient pas se trouver là commencent à revenir.
Et Archibald n'est plus le seul à les voir. Ça va être problématique quand les fantômes qui reviennent sont, entre autres, des tueurs en série ou des fantômes de personnes qui ne cherchent qu'à se venger. Donc on va suivre les aventures de ce personnage, d'autres personnages également. Il n'y en a aucun qui ait retenu mon attention spécialement en bien. Je n'ai pas compris, ça se passe à Montréal, hein, je n'ai pas compris pourquoi l'auteur avait décidé qu'un seul de ces personnages aurait un accent québécois à couper au couteau, mais enfin voilà, on le sait tous, l'accent québécois est un accent prononcé, et l'auteur a décidé de faire parler, d'écrire les dialogues de ce personnage-là vraiment comme on les entendrait parler avec l'accent. Ok, pourquoi pas, mais dans ces cas-là, pourquoi seulement ce personnage ? Archibald et un autre personnage, eux, ne viennent pas du Canada à la base. Très bien. Mais il y en a d'autres, des personnages secondaires qui, eux, ont toujours vécu ici et qui n'ont pas cet accent absolument... comment dire, identifiable, en fait. Donc j'ai pas compris pourquoi un personnage et pas les autres. J'ai trouvé que le texte, certains passages du texte étaient racistes. Je trouve que les termes employés par l'auteur et la façon dont l'auteur décrit ses personnages est raciste et comment, sexiste. C'était ça le mot que je cherchais. Donc forcément au niveau du style, voilà. L'histoire de base n'est pas forcément extraordinaire. Au niveau de la logique, c'est pareil, il m'a manqué plein d'éléments. Il n'y a rien qui a du sens. On m'expose un système de magie au début de l'histoire. On m'explique plus ou moins comment ça fonctionne. Et et au fur et à mesure de l'histoire et jusqu'à la fin, il y a plein de choses qui, d'après ce qu'on m'avait dit au départ, ne sont pas possibles, qui au final ont lieu. Donc, voilà, c'est juste pas cohérent en fait. Il n'y avait pas de cohérence, les personnages sont pas attachants, aucun des personnages dans cette histoire n'est particulièrement raciste ou sexiste. C'est vraiment la façon dont l'auteur a décidé d'écrire son texte. Et ça m'a gêné vraiment beaucoup, donc je vous conseille pas spécialement cette histoire, même si l'idée de départ était bonne. La réalisation est très 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 maladroite, et voilà, c'est pareil, je vais pas forcément garder celui-ci. C'est dommage parce qu'il est également dédicacé. J'avais rencontré l'auteur aux Imaginales, je crois, en 2018-19. 18. Mais c'est comme ça, on peut pas plaire à tout le monde et c'est pas grave. Du coup, j'ai pas spécialement envie de lire autre chose de cet auteur, vu que le style fait partie des choses qui m'ont le plus dérangé. Il était dans ma palle des cartes pour un livre avec un nombre de pages impair, et je l'ai quasi dans mon Cold Winter Challenge à la catégorie Nakatomi Tower, puisque notre personnage principal va mener une enquête. Ensuite, j'ai lu le tome 3 de la trilogie d'Eva Bad, L'Empire d'Or, toujours de S.C. Chakraborty, en lecture commune avec Diane. Voilà, il y a un peu plus de petites tabs. J'ai vraiment beaucoup aimé ce titre. Alors, est-ce que c'est aussi le fait que ce soit une lecture commune avec Diane, du coup, mon ressenti un peu plus positif, parce que au fur et à mesure des chapitres, on échange sur nos impressions. J'ai quand même réussi à deviner quelques trucs, encore une fois. Je suis plutôt bonne enquêtrice, en fait. C'était pas le cas il y a quelques années, mais là, j'ai l'impression que de plus en plus, j'arrive à deviner pas mal de petites choses. Donc, je suis contente, parce que même si, du coup, ça m'a cassé la surprise, entre guillemets, c'était satisfaisant de savoir que j'avais raison. Je lui ai mis 16 sur 20 sur Livre Addict, 4 étoiles sur Goodreads et 8/14 dans Copile. Les personnages, comme je vous l'ai dit tout à l'heure pour le tome 2, m'ont un peu moins plu que dans le tome 1, parce que plus ou moins l'échiquier est complètement bousculé en fait. Les gentils deviennent les méchants deviennent les gentils. Oui et non, c'est pas aussi manichéen évidemment, mais enfin voilà, il y a plein de loyauté qui basculent d'un clan à l'autre. En revanche, énorme big up pour l'évolution d'un personnage en particulier dont je ne vais pas vous donner le nom parce que je ne veux pas vous spoiler. Incroyable. Ce personnage, juste de ouf. L'évolution entre le tome 1 et la fin du tome 3, waouh. Incroyable. On a un épilogue dans ce tome 3. J'ai parfois du mal avec les épilogues de fin de série ou de fin de roman tout simplement parce que je trouve qu'on pourrait s'arrêter avant en fait. On n'a pas besoin de savoir 20 ans plus tard, 10 ans plus tard, qu'est-ce qui s'est passé pour ces personnages, ils sont mariés, ils ont un bébé, nanana, nanana. L'épilogue dans ce tome-là, c'est pas du tout ça. On a un épilogue construit, intéressant, et qui, comme pour... c'était lequel? Wrath and Mercy.
c'est ça, nous permet de savoir que à la fin de cette trilogie, certains personnages vont continuer à évoluer dans leur monde, même si nous, on ne sera pas spectateurs. Et j'ai beaucoup aimé ça. Pour le reste, l'écriture incroyable, l'atmosphère parfaite, petit manque à nouveau de logique, mais on revient sur les mêmes choses que j'avais dites déjà pour le tome 2. Voilà, il y a certains éléments que l'autrice donne qui, pour moi, sont pas tout à fait cohérents, notamment au niveau des réactions de certains personnages. On nous décrit tel personnage comme étant comme ci et comme ça, et 2 chapitres plus loin, il va faire quelque chose qui n'a aucun sens par rapport à la façon dont ce personnage est censé réfléchir et agir. C'est arrivé à plusieurs reprises dans cette série, mais ça n'empêche que c'est une excellente série, je l'ai vraiment beaucoup aimée. Je suis contente, j'ai réussi à commencer, continuer et terminer une trilogie en 2022, et ça c'est plutôt un bon point. Je pense que ça a joué aussi dans ma notation parce que c'était très cool, et la satisfaction d'avoir terminé un tel pavé, parce que ils sont vraiment énormes, hein. Les 3 sont vraiment énormes. C'était très cool. Il était dans ma palle des cartes pour une lecture commune, du coup, puisque Diane l'avait choisi juste après avoir choisi de me proposer de lire le tome 2. Et je l'ai casé dans mon Cold Winter Challenge à la catégorie Danse de la Fée dragée, parce qu'il s'agit de fantasy, et encore une fois, high fantasy orientale. Et toujours pour les adultes. Ensuite, j'ai lu Masque de Carole Cerruti et j'ai moyennement apprécié cette histoire. Je lui ai mis 12 sur 20 sur Livre Addict, 3 étoiles sur Goodreads et 6 dans Copile. On va faire ici la rencontre d'une jeune femme qui va fêter son 17e anniversaire et qui va donc participer à la cérémonie des masques. Ça se passe au Japon en 2059. À leurs 7 ans, à leur 7e anniversaire, les enfants sont tous dotés d'un masque. Enfin, ils revêtent un masque sur leur visage. Un masque à base d'une substance qui épouse les contours du visage. Donc ça ressemble pas du tout au masque que vous voyez sur la couverture en fait. Qui du coup leur permet de continuer à respirer, manger, bouger, à avoir des expressions du visage, mais ils ont plus ou moins tous le même visage en fait, puisque ça gomme les traits qui sont en dessous du visage. L'idée étant que l'Empire du Japon a décrété que la beauté ou la laideur jouait un trop grand rôle dans la société à une époque, et qu'à partir de maintenant, ils seraient tous égaux au moins sur ce plan-là. Alors ils sont tous égaux sur beaucoup d'autres plans, mais l'histoire, le pitch de ce roman, c'est que vraiment la beauté et la laideur jouent un rôle dans cette société. On a 13 lois à ne jamais enfreindre. Les gens se baladent avec, je crois qu'ils ont un bracelet. Je ne sais plus. Non, un tatouage. Ils ont un tatouage qui représente le numéro 13 en fait, et qui représente lui-même donc les 13 lois à ne jamais enfreindre dans cet univers. Des lois telles que ne jamais enlever son masque avant ses 17 ans, ne jamais sortir après le couvre-feu, il est interdit de gaspiller l'eau, il est interdit d'embrasser un garçon, il est interdit de ci, de ça. De façon à ce que tout le monde soit égaux. Et si vous enfreignez ces lois, une de ces lois, vous avez une décharge électrique dans le cerveau. Je ne sais pas comment ça fonctionne puisque ce n'est pas expliqué dans le récit. Et voilà, et vous êtes rappelé à l'ordre, voilà. Bref. Notre héroïne donc va découvrir son visage. Elle est sur le point de découvrir son visage à la cérémonie des masques. Mais avant cela, elle va faire la rencontre d'un prisonnier américain qui a été retrouvé sur les côtes, au large des côtes japonaises. Et l'empereur, évidemment, refuse... pour lui, les frontières en place, c'est très bien comme c'est, parce qu'il refuse qu'il y ait qui que ce soit qui rentre dans son empire et que qui que ce soit de son empire sorte de son empire. Chacun chez soi, et les hippopotames seront bien gardés, comme on dit. Hein. Et Mia va tomber amoureuse de ce prisonnier américain, alors qu'elle est fiancée depuis des années à un jeune homme bien de chez elle. C'est l'histoire un petit peu qu'on va nous raconter. On va nous parler de rébellion, on va nous parler d'amour, on va nous parler d'horreur, des horreurs vécues par cette société, par toutes les castes de cette société, par ceux qui ont été rejetés parce qu'à la cérémonie des visages, si vous êtes beau, vous intégrez la cour, mais si vous êtes laid, vous êtes complètement rejeté et vous faites partie des rôdeurs en fait à l'extérieur des limites de la cour.
et c'est extrêmement compliqué de survivre. Je vais m'arrêter là pour le résumé parce que c'est déjà long. Alors, j'ai adoré le principe. Donc on est sur de la dystopie, hein, science-fiction dystopique, pas avant 14 ans. Pas avant 14 ans, sachant qu'il y a quelques scènes qui sont dures à lire. On parle de mutilation. Ouais, je crois que c'est principalement le... ouais, de mutilation, de torture. Ah oui, j'avais oublié cette scène, oui, effectivement. Voilà, donc c'est dur, c'est quand même dur. Pas avant 14 ans, mais presque 14-16, quoi. Voilà, j'ai aimé le concept, mais pareil, je trouve que dans la réalisation, il manquait quelque chose. Il y a un gros manque de logique, là encore, je ne sais pas. Les auteurs de cette pile à lire du mois de décembre, ils se sont donné le mot pour écrire des histoires sympas, mais incohérentes. Ils se contredisent eux-mêmes au fur et à mesure où l'histoire avance. On me donne des infos et 2 chapitres plus tard, il se passe l'inverse, ou bien on n'en parle plus du tout. On m'explique qu'il y a 13 règles, mais à aucun moment dans le récit je n'ai un récap des 13 règles en question. Donc je ne connais même pas l'intégralité des 13 règles. À la limite, je crois qu'on en connaît, allez, 5 peut-être, maximum sur les 13. Il y a une question qui est posée à la toute fin du récit qui aurait dû être posée dès le départ, même si peut-être que ça aurait permis au lecteur de comprendre plus ou moins où l'autrice voulait en venir, mais je sais pas, il m'a vraiment manqué quelque chose pour cette histoire. Alors, j'ai beaucoup aimé la fin. Je trouve que la fin correspond à ce que l'autrice me vendait depuis le départ. La fin n'est pas incohérente. Au contraire, c'est même la fin qui est la plus logique. Mais pour arriver à cette fin, il a manqué beaucoup trop d'informations. La fin est logique, c'est la seule qui pour moi était viable. N'empêche que, arriver à la fin, c'est la merde. Donc, pour le coup, là, on est sur une fin complètement ouverte pour certains personnages. Pas pour tous, mais pour certains. On est toujours dans une situation catastrophique, on ne sait pas comment les choses vont évoluer, et on ne le saura jamais puisqu'il n'y a pas de suite, c'est un one-shot. Donc c'est un peu, même très frustrant, parce que comme dit, l'histoire de base était plutôt bonne. Voilà, c'est dommage. Il était dans ma palle des cartes pour un livre mood read, c'est-à-dire que je pouvais choisir n'importe quel livre, celui qui me faisait envie. Celui-là me faisait pas spécialement hyper envie, mais c'était un des derniers titres de ma pile à lire qui était censé s'autodétruire d'ici la fin de l'année. Donc j'avais pas trop le choix en fait, j'étais obligée de le sortir si je ne voulais pas l'enlever sans l'avoir lu. Et je l'ai casé dans mon Cold Winter Challenge à coupe de champagne, puisqu'il est question d'amour à un moment donné dans ce récit. Et le dernier titre que j'ai lu au mois de décembre, ça y est, c'est fait. Il s'est retrouvé dans plusieurs piles à lire et il n'y sera plus puisque je l'ai enfin lu. Incendiary, le tome 1 de la série Hollow Crown de Zoraida Cordova. Par contre, il me faut le tome 2 tout de suite. J'ai adoré cette histoire, je lui ai mis 17 sur 20 sur Livre Addict, 4 étoiles sur Goodreads et 8,71 dans Copile. Si vous lisez en anglais, parce qu'il n'a pas encore été traduit, et que vous lisez en audio, écoutez ce livre audio. J'ai écouté la version audio en suivant le texte avec mes yeux, avec la version physique. La version audio de ce livre est absolument incroyable. La narratrice est seule à nous raconter son histoire, donc elle fait également les voix masculines. Mais elle raconte son histoire comme on raconte une histoire, on va dire, voilà, classique, mais pas vraiment, je reviens dessus après. Sauf qu'au moment des dialogues des personnages, quand les personnages parlent, ils ont tous un accent espagnol, puisque ça se déroule dans la province d'Andalusia. Et c'est criant de réalisme, et l'autrice non seulement nous raconte son histoire avec cet accent qu'elle donne à ses personnages, mais en plus, elle met les intonations. Quand un personnage tousse au milieu d'une phrase, elle tousse au milieu de la phrase, plutôt que de dire il dit ça en toussant, ou il dit ça en rigolant, elle rit, ou il dit ça en pleurant, on a l'impression qu'elle pleure. C'était incroyable, j'avais l'impression d'y être, d'être dans cette histoire et d'avoir les personnages à côté de moi qui vivaient leur aventure en fait, et d'être spectatrice, mais comme au cinéma, sauf que j'avais pas les images. Je me faisais les images dans ma tête, je les voyais pas en vrai, mais j'avais l'impression d'y être. C'était incroyable, 20 sur 20 pour l'audiobook. Vraiment, truc de dingue. Allez-y, foncez. J'ai beaucoup aimé les personnages, je me suis attachée à l'héroïne, même s'il y a certaines décisions, certains points de sa personnalité qui me plaisent un petit peu moins.
L'histoire en elle-même n'a rien d'extraordinaire. On est sur un personnage qui a été recueilli, qui a été sauvé même, il y a quelques années, une dizaine d'années, par un groupe de rebelles qui décide de se soulever contre le roi, puisque le roi a décidé que toutes les personnes détentrices de magie devaient être exterminées. Ce groupe de rebelles est bien évidemment détenteur de magie, on les appelle des Moréas, et notre héroïne est elle-même une Moréa. Elle a la capacité de voler des souvenirs. Donc c'est pour ça que le résumé dit je suis Renata Convida, j'ai vécu une centaine de vies, des vies volées, et maintenant il est temps que je vive la mienne. Alors je n'étais pas sûre au début, je me disais est-ce qu'elle a le souvenir de vie antérieure, et en fait non, pas du tout, c'est juste qu'elle a son pouvoir, c'est de voler la mémoire des gens. Alors elle peut voler une bribe de mémoire, un souvenir particulier si la personne à qui elle prend ce souvenir est consentante, je sais pas, pour un souvenir très douloureux par exemple, mais elle peut aussi faire des hollows, des ombres d'eux-mêmes, des personnes sur qui elle utilise son pouvoir, parce que si elle supprime l'intégralité de la mémoire d'une personne, cette personne devient un légume, ne peut plus rien faire par lui-même et au bout d'un moment meurt. Donc elle a un pouvoir très puissant. Et du coup on va suivre Renata et le groupe dont elle fait partie dans leur rébellion, dans leur mission de sauvetage, dans leur enquête infiltrée au palais pour tenter de découvrir une arme que le roi a mis au point et qui est susceptible de leur enlever leur pouvoir. Ça c'est plus ou moins le résumé, voilà, je suis même allée un petit peu plus loin que le résumé il me semble. Mais j'ai adoré, j'ai vraiment adoré cette histoire, comme dit les personnages sont attachants, la façon dont l'autrice a écrit son récit est très sympa, le rythme est super chouette. Le côté on lui fait confiance mais pas complètement parce qu'elle a quand même un pouvoir hyper puissant qui pourrait être dangereux. Ça laissait planer une ambiance assez sombre et de suspicion pendant tout le récit que j'ai aussi beaucoup aimé. Et j'ai très hâte de lire la suite, il me semble que c'est une duologie. Donc on a des révélations à la fin de ce tome 1 que j'avais un petit peu vu venir depuis un certain temps, mais qui me vont parfaitement et qui me permettent de dire que ben ouais, j'ai envie de lire la suite, mais vraiment genre bientôt. Donc je vais voir si j'arrive à me la procurer, au pire je l'aurai en version numérique. Ça m'embête parce que c'est l'édition Fairyloot que j'ai et pour l'instant je n'ai pas réussi à trouver d'exemplaires d'occasion du tome 2. Le seul que j'ai trouvé c'est sur Vinted, mais la personne vend le lot du 1 et du 2, et 85 € en plus pour les deux bouquins, ça fait un peu cher je trouve. Il était dans ma palle des cartes pour mon livre bonus en VO, et j'ai réussi à le caser dans mon Cold Winter Challenge à la catégorie patin à glace, puisqu'il s'agit d'une aventure dangereuse. Et voilà, mon wrap-up pour le mois de décembre 2022, mon avis sur les derniers livres que j'ai lus en 2022. Insane Diary, je vous l'ai pas dit, mais bon, je l'ai fini plutôt début janvier. Mais c'est pas très grave, on va dire que j'ai quand même lu en décembre, c'était la plupart de ce que j'ai lu de ce titre, c'était en décembre, et il était dans ma pile à lire du mois de décembre, donc ça compte. Et puis de toute façon, comme je vous l'ai dit, pour la palle des cartes, à partir du moment où j'ai commencé un livre, le mois où je suis censée le lire, ça compte comme étant lu pour ce mois-ci. Donc je suis assez contente, même très contente, satisfaite de moi. J'ai réussi à enlever 11 titres à ma palle avant la fin de l'année, et ça c'est plutôt cool. J'ai réussi à finir deux séries, et à en continuer une. J'en ai commencé une, celle-ci je ne la continuerai pas, et j'en ai commencé une deuxième. Celle-ci c'est une duologie, et Les Murmures du Char c'est une trilogie, mais les livres sont assez courts, donc ça devrait aussi aller vite. Ah, et Aliénor, c'était aussi une série que j'ai terminée, même si c'était que de la BD. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si certains des titres que je vous ai présentés aujourd'hui vous intéressent, si vous les avez déjà lus et surtout ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas également à me dire quelles ont été vos dernières lectures de l'année 2022. Est-ce que vous avez eu des coups de cœur, de nouvelles déceptions? Voilà, je veux tout savoir. Pensez à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager cette vidéo, ça me fera toujours plaisir. Pensez également à activer la petite cloche de notification qui vous permettra de savoir quand je poste du nouveau contenu. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!